On passe à la troisième propriété due à la présence d'insaturation dans la chaîne carbonée, l'auto-oxydation par l'oxygène de l'air. Les acides gras polyinsaturés sont sensibles à l'auto-oxydation, ce qui les rend impropres à la consommation. Ils deviennent toxiques et sont ronces au goût. Cette auto-oxydation débute par la formation d'hydroperoxyde suite à l'attaque par l'oxygène du radical libre de l'acide gras et se poursuit par des réactions de clivage qui aboutissent à la formation de fragments acides, cétoniques, aldéhydes, etc., souvent toxiques. Plusieurs facteurs contribuent à cette auto-oxydation, tels que la chaleur, la lumière, les ions métalliques. Le prof n'a pas détaillé sur les réactions, tant mieux pour nous. Donc le concept est simple. On démarre avec un acide gras polyinsaturé. Là, j'en ai représenté une portion. L'un de ces CH2 le plus proche d'une double liaison perd un H, ce qui le rend instable. Le radical libre formé après cette perte au sein de l'acide gras peut donc réagir avec d'autres molécules telles que l'oxygène qui catalysent la réaction d'auto-oxydation pour former un produit primaire instable, l'hydroperoxyde, qui va ensuite se cliver, se séparer en produits secondaires souvent toxiques. Donc maintenant, tu sais pourquoi il est recommandé de garder par exemple le beurre au réfrigérateur et d'en sortir que la portion à consommer. Quand on laisse du beurre ou de l'huile à l'air libre pendant trop longtemps, ou alors en plus dans un endroit chaud ou exposé au soleil, ces produits alimentaires périssent rapidement et deviennent toxiques donc à ne pas consommer. Autre oxydation qui concerne les doubles liaisons d'un acide gras, l'oxydation par un oxydant fort tel que le KMNO4 et le HNO3. Ces deux réactions que tu peux pas rater parce qu'on va l'utiliser pour situer et évaluer le nombre d'insaturations d'un acide gras si on veut justement le reconnaître. Ici par exemple on a un acide gras à 2 insaturations, si on le soumet à l'action du KMNO4, il y aura une coupure au niveau de chaque insaturation pour libérer 2 diacides. Si dans un item on te dit qu'après oxydation d'un acide gras par un oxydant fort on obtient N-diacide, tu en déduis que l'acide gras comporte tout bêtement N insaturations. En ce qui concerne la séparation des acides gras par chromatographie en phase gazeuse, la CPG est un procédé qu'on utilise quand on veut séparer des acides gras selon la longueur de leur chaîne carbonée et leur degré de saturation. Ces deux paramètres déterminent le temps de rétention propre à chaque acide gras. Tu as un mélange d'acides gras et tu veux les nommer et connaître leur quantité exacte. Donc tu procèdes à ta CPG, d'abord tu vas embêter ces acides gras avec du méthanol, plein de petites réactions d'estérification se produisent, c'est la méthylation, ces CH3 qui s'y attachent rendent les acides gras volatiles, pour qu'ils puissent s'intégrer justement dans le gaz qui circule dans la colonne où on va les injecter. Ce gaz est en mouvement, il entraîne les acides gras avec lui jusqu'à la sortie, et là on va recueillir les différents temps de rétention observés sous forme de pics. Chacun étant caractéristique d'un acide gras donné, donc à la fin on obtient et le nom de l'acide gras et sa quantité représentée par la surface de ce pic, sachant que le temps de rétention le plus long correspond à l'acide gras avec la chaîne carbonée la plus longue et la plus insaturée. Là aussi, on peut remettre l'analogie des vers de terre, la longueur est toujours encombrante. Maintenant que l'on a fini avec les propriétés des acides gras, on peut aborder les lipides. Je vais revenir à la répartition du début. Voilà, donc on avait dit que dans les lipides à base d'acides gras, il y a des simples et des complexes. Et les simples, il y en a 3, dont on a pas mal parlé dans la partie estérification, c'était une vue d'ensemble. Je te remets le tableau, voilà. Donc il y a les glycérides, les stérides et les stérides. Pour te rafraîchir la mémoire, c'est mieux que tu refasses un tour, sinon tu continues directement avec moi. On va voir un peu les détails sur lesquels le prof a insisté pour chaque lipide simple. Les glycérides, ils constituent les graisses ou les huiles, c'est des esters d'acides gras plus glycérol. Dans la nature, on en trouve essentiellement des triglycérides, et quand les 3 acides gras qui le composent sont identiques, on parle de triglycérides homogènes, très peu répandus. On a dit que les 3 acides gras sont identiques, mais en fait, en concret, on ne va pas parler d'une concentration à 100% de l'acide gras qui est répété, mais plutôt d'une concentration en acide gras supérieure à 67%, soit les 2/3 du mélange total. L'huile d'olive est un bon exemple de triglycérides homogènes avec une concentration en acide oléique supérieure à 85%. Autre chose qu'on retrouve peu, c'est les triglycérides complètement saturés. Le deuxième acide gras apporté par le carbone bêta est généralement insaturé. Après, pour la nomenclature conventionnelle ou nomenclature stéréospécifique, voilà comment on représente un glycérol. La chaîne carbonée du glycérol à la verticale, numérotation du haut vers le bas, le deuxième acide gras porté par le carbone bêta toujours dirigé à gauche vers l'observateur, et les 2 autres qui restent à droite, de sorte à ce qu'il n'y ait pas 2 acides gras qui se suivent dirigés dans le même sens, pour éviter l'encombrement stérique. Les triglycérides ne portent pas de charge, donc ils sont neutres, très apolaires et très hydrophobes. Vu que le sang est un milieu aqueux, on ne va jamais trouver de triglycérides tout seul qui traîne dedans. Il va être transporté à l'intérieur de lipoprotéines. Pour le rôle des triglycérides, il y en a 3. Énergétique, isolant thermique et mécanique, contre les chocs. Ils sont stockés chez les animaux dans les adipocytes, formant le tissu adipeux, et chez les plantes dans les graines.
L'énergie est mobilisée par hydrolyse des triglycérides qui libère les acides gras qui seront ensuite oxydés par voie enzymatique, la bêta-oxydation qui libère l'énergie. Et les propriétés physico-chimiques vont être les mêmes que celles des acides gras qui les composent. Quand on consomme de l'huile d'olive ou de l'huile de poisson, c'est-à-dire des triglycérides, leur digestion va se faire en 2 temps. Déjà en avalant la bouffe, la salive qui descend avec contient une enzyme, la lipase linguale, sécrétée par les glandes séreuses de la langue. Là, c'est des détails histologiques, juste pour la forme, t'embrouille pas trop avec. Donc cette enzyme, elle va être activée au niveau de l'estomac, où le pH lui convient parfaitement. Les triglycérides sont hydrophobes, donc ils vont être sous forme d'émulsion, créant l'interface triglycéride-eau indispensable pour l'action de toute lipase. Là, on est dans la digestion stomacale, et la lipase linguale s'occupe de découper uniquement les acides gras en position 1 et 3, en détachant plus rapidement celui de la position 3. En descendant dans les intestins, dans le duodénum, le pH augmente, l'acidité diminue et favorise l'action de la lipase pancréatique sur ce qui reste des triglycérides. Les sels biliaires apportés par la bile en raison de leur caractère amphipathique, donc à la fois hydrophile et hydrophobe, vont assurer l'émulsion des triglycérides indispensables à l'action de la colipase, protéine qui attache la lipase pancréatique à l'interface hydrophile. Cette enzyme s'occupe comme la précédente de détacher les acides gras en position 1 et 3. Sauf que cette fois, c'est à la même vitesse pour les 2 positions. On passe aux stérides. Là, il y a juste en plus de ce qu'on a déjà dit, le rôle de réserve énergétique, protection contre la déshydratation des plantes et imperméabilité du plumage des oiseaux. Pour les stérides, franchement là c'est du détail de stéréochimie, j'ai pas utilisé d'astuce, si ce n'est de lire et relire, après j'ai pas rencontré de QCM sur ça, donc j'ai pas grand chose à t'offrir là-dessus. Alors un stéride, comme on l'a dit dans la partie estérification, c'est un lipide simple, qu'on obtient quand on attache un acide gras à un alcool complexe appelé stérol. Un stérol, c'est un composé cyclique comportant un noyau stérane, porteur d'une ou plusieurs fonctions alcool. Voilà, je te montre à quoi ça ressemble. Le noyau de base des stérols. Là, on y a mis une seule fonction alcool, mais il peut y en avoir plus. Et si tu rencontres le noyau stérane tout seul, sans aucune fonction alcool, c'est que ce composé où tu l'as trouvé, c'est pas un stérol. Et on va juste dire qu'il fait partie de ce qu'on appelle les stéroïdes. Les stéroïdes, c'est tous les composés porteurs d'un noyau stérane. On s'en fout s'il porte un alcool ou pas. Donc s'il n'en porte pas, c'est un stéroïde. Et s'il en porte, comme le cas du stérol, c'est aussi un stéroïde. Si on regarde bien le squelette carboné, on voit que c'est 3 cyclohexanes accolés, A, B, C, le péridrophénanthène ou phénanthène saturé en hydrogène, plus un cyclopentane D. La structure plane qu'on utilise pour la représentation n'est qu'une simplification de la vraie structure 3D. En réalité, tous ces cycles, quand on les prend à part, ils sont sous forme chaise. Et quand on vient les assembler pour former le stérane, on se retrouve avec 2 types de fusion possibles. La jonction entre ces 2 cycles peut être en trans, quand les 2 hydrogènes des carbones d'accollement sont en trans, ou une cis, quand ces hydrogènes sont en cis.